J'étais vraiment médicalement en surpoids. Qu'est-ce qui a mené ça, ce surpoids? Il y avait une cause J'ai manqué beaucoup d'affection Oh. dans mon enfance. C'était un peu le seul moment que je partageais émotionnellement aussi avec mes parents. Et pas spécialement de je t'aime, de câlins. Pour eux, mon hypersensibilité a toujours été un problème. Si j'exprime mon émotion, on me rejette factuellement. On me met dans une pièce à côté. Tu as des frères et sœurs? Alors c'est aussi un sujet compliqué. Ah! J'ai 2 demi-sœurs. Une du côté de mon père et une du côté de ma mère, mais je D'accord. n'ai su leur existence qu'à l'âge de 11 ans. J'étais en vacances avec mes parents dans un camping, il y avait un clown qui venait pour animer le club des enfants et des ados. Il vient me voir, il me dit « Tu fais de la danse ?» Je lui dis « Non ». Il me dit « Bah tu devrais, parce que tu as le truc. » Ouais, mais bonjour Tara! Bonjour Raphaël. C'est super de t'accueillir ici aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Ben, merci de l'avoir accepté. Et puis, ben, moi, je suis ravie qu'on passe ce moment ensemble. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce serait chouette que tu nous dises un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Tout à fait. Donc moi je m'appelle Tara Bousquet et je suis chorégraphe et prof de danse, de plusieurs styles de danse, salsa, bachata, valse, cabaret et danse moderne. Et j'ai une deuxième casquette qui est coach psychocorporel et j'ai créé ma propre méthode qui s'appelle Armure. C'est un acronyme, ART'-MURE, pour l'art du mouvement universel pour reconnecter les êtres. Ça, c'est intéressant. Ça, il y a des choses à aller creuser là-dedans. Oui, en effet. J'ai hâte que tu nous en parles. Alors, Tara, tu sais pourquoi on est là? Tout à fait. Moi, j'ai imaginé ce podcast Ta deuxième vie. Parce que ce qui m'intéresse dans les histoires de chacun, c'est ce moment de vie précis, ce moment charnière qui a conduit la personne vers sa deuxième vie. Et ça, c'est génial. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est évidemment l'avant, ce point de vie charnière, et puis l'après, de voir ce qui a pu se passer. Et tout ça va nous amener, Tara, à rembobiner un peu dans ton passé, dans ta vie. Par quoi tu as envie de commencer et vers quel âge ça nous amène? Ce que tu as envie de nous raconter de ton histoire, de la Tara d'avant? La Tara d'avant, on va partir directement de la petite Tara qui était enfant Oui. et qui a toujours aimé danser, mais qui dansait en cachette. En cachette. Elle n'osait pas se montrer et surtout qu'elle avait des petits problèmes de poids, cette petite Tara. Oh, voilà. On a du mal à l'imaginer quand on te voit aujourd'hui. Merci. Et pourtant, oui, j'étais vraiment médicalement en surpoids. Oh. J'ai d'ailleurs vu ma première nutritionniste à l'âge de 8 ans, qui m'a mis sous régime, etc. Drastique, enfin c'était tout de suite très contraignant. D'ailleurs, c'est des choses dont on parle très peu, malheureusement, des problèmes de poids dès l'enfance, les troubles au niveau alimentaire, etc. dès l'enfance, et je déplore un peu ça, parce que, mine de rien, c'est pas anodin, et c'est pas comme une problématique qui se déploie à l'adolescence ou plus tard. Qu'est-ce qui a mené ça, ce surpoids? Il y avait une cause Au niveau familial, alors j'ai déjà des parents qui aiment manger, déjà, de base. Okay. Mais il y a aussi de l'obésité du côté de mon père, dans sa famille. Voilà, des problèmes aussi de troubles alimentaires, etc. Donc il y a vraiment un rapport à la nourriture très, très doudou aussi. Parce que quand j'étais enfant, c'est comme si c'était un peu le seul moment que je partageais émotionnellement aussi avec mes parents. C'était ce moment de partage, en fait. Donc la nourriture avait vraiment une place importante au sein de ma famille, parce que j'ai manqué beaucoup d'affection dans mon enfance. Mais pas spécialement de je t'aime, de câlins, de tout ça, de je suis fière de toi, des choses comme ça. On en parlera plus tard d'ailleurs, de l'impact que ça a pu avoir. Mais, parce que par ailleurs, donc à part ce moment privilégié autour de la nourriture, quel était le tempérament finalement de tes parents? Au final, leur langage de l'amour à eux, c'est les services rendus et le... Il y en a ça. Ouais, sur les langages de l'amour, effectivement. Il y a les services rendus. Et le cinquième dont on... Les cadeaux. Les cadeaux. Et les cadeaux, voilà. Les cadeaux. cadeaux et les services rendus. C'est-à-dire que mes parents étaient vraiment très présents pour ça. Mais tout ce qui est la présence affective, écouter les besoins, le dialogue, les moments de qualité, la tendresse, etc. Non.
ça faisait vraiment pas partie de mon enfance. Je te Parce donne qu'ils ils n'avaient pas appris, tu crois ou... Alors oui, ça c'est sûr alors c'est ce qu'ils m'ont dit en plus, parce que pour le coup, j'en ai beaucoup parlé aussi avec eux plus tard. Je suis allée affronter d'accord. les problèmes et les trucs qui coinçaient. Ils sont assez hermétiques encore, parce que voilà, pour eux, mon hypersensibilité a toujours été un problème. Ah. Ils l'ont nommé comme ton problème, ça a toujours été ton hypersensibilité. Ah, c'est-à-dire Voilà. directement, C'était tu as calé. un problème, l'hypersensibilité est un problème. Tout à fait. Je te donne un exemple, quand j'étais petite et que je pleurais, mon père me disait, va dans la salle de bain, je veux pas te voir. Ouch. Voilà, par exemple. Et tu reviendras quand tu auras fini de pleurer. D'accord, donc ça, je me vois encore dans la salle de bain toute seule, j'avais même pas le miroir et tout, à pleurer, à sangloter toute seule, et il fallait que j'attende que ça passe. Et donc après, je revenais, et on n'en parlait pas. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Donc il n'y a même pas eu un dialogue de « Pourquoi t'étais triste ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» ou quoi. Non. Il y avait un petit peu zone de non-droit pour les émotions. Complètement. Donc j'ai grandi avec ça. À renfermer tout ça. La colère, la tristesse. Et avec pire, c'était l'image de si j'exprime mon émotion, on me rejette factuellement. On me met dans une pièce à côté. On ne veut pas me voir. Donc c'est dur, ça. C'est violent. Mais quand tu grandis avec, c'est ta norme. Donc pour toi, c'est pas tes parents qui ont un défaut. C'est forcément toi qui fonctionne pas bien. C'est comme ça que tu l'interprètes quand t'es enfant. Et ta maman, c'était pareil, en fait. Elle fonctionnait pareil que ton papa à ce niveau-là. C'est-à-dire, elle, l'accueil des émotions se passait comment ? Alors, en fait, ma maman, c'était moins ça. J'étais quand même beaucoup plus complice avec ma mère. Mais ma mère détourne tout par le rire. Ah. C'est-à-dire que dès que j'allais vers elle et que j'essayais d'exprimer quelque chose, par exemple, elle m'a blessée. Elle m'a dit un truc qui m'a pas plu, j'allais la voir. Je dire, quoi t'as fait ça ? Et elle riait. C'est une autre forme de violence, le rire, parce que oui. Ok, c'est pas un rejet clair de ma personne, mais c'est pas du tout prendre en compte mon état à moi, le fait que là, j'ai besoin peut-être d'être rassurée, prise dans les bras, juste une réponse écoutée. Inappropriée. C'est complètement inapproprié par rapport à la situation. Donc ça, oui, ça a aussi été très très dur. Donc je pense que le lien avec la compensation alimentaire était aussi logique. Émotionnel. Finalement, j'ai mangé mes émotions. Et en plus, c'était le moment de partage, finalement, avec mes parents. Le moment convivial avec eux, c'était ça. Parce eux valorisaient la nourriture. Oui, et ce moment-là est très important. Aimaient ce moment-là. Tu as des frères et sœurs ? Alors, c'est aussi un sujet compliqué. Ah, je veux pas... J'ai 2 demi-sœurs. Une du côté de mon père et une du côté de ma mère. Mais je n'ai su leur existence qu'à l'âge de 11 ans. Je ne savais pas qu'elles existaient avant. Comment c'est possible Comment est-ce possible Tu es prête Je suis prête. Oui. Alors en fait, je suis prête. Donc mes parents ont eu une vie, bien évidemment, avant de se rencontrer. En fait, ils avaient eu chacun une fille de leur côté. Ok. Et quand mes parents se sont mis ensemble, l'ex de ma maman a embarqué la fille qu'ils avaient ensemble, de 5 ans. Il l'a emmenée en Yougoslavie et il lui a dit « Tu la reverras plus jamais ». C'est horrible. Voilà. Ah oui. Ma mère a vécu ça. Cet arrachement de son enfant à l'âge de 5 ans. Donc le temps de refaire un enfant derrière, ça prend du temps. Ils ont mis 10 ans après à mes parents à se dire bon, est-ce qu'on fait un enfant finalement ? D'ailleurs, elle m'a eu à 41 ans, ma mère. Ouais. Voilà. Elle m'a eu vraiment à la fin pour être sûre qu'elle pouvait encore avoir un enfant. Et puis... Et mon père, lui, il avait aussi sa fille, mais c'était un peu plus compliqué. Son ex qui faisait des tentatives des menaces de suicide. En fait, etc. Et donc mon père, il a dit, bon, écoute, t'as pas ta fille, j'aurai pas la mienne, donc on s'en va. Et ils ont dû fuir, parce que l'ex de ma mère a aussi voulu la tuer. Ouh, mais on va dans du léger. C'est un thriller. Oui, non, mais si on part sur cet aspect-là de ma famille aussi. Donc voilà, il y a tout ce passif, en tout cas familial, dont j'avais pas du tout connaissance, jusqu'à l'âge de 11 ans. À 11 ans, j'ai tout appris. Et c'est marrant, parce que c'est là où il y a un premier point de bascule. Un premier point de bascule. Oui. Ouais. Et donc ce premier point de bascule, donc j'apprends l'existence de ces 2 sœurs finalement. Il y en a qui te l'apprend en fait ? Parce qu'en fait, tes parents décident de parler Ouais, non, pas du tout. C'est ma grande sœur maternelle, donc elle a 16 ans de plus que moi, qui a retrouvé ma mère. Donc elle avait 27 ans. Donc voilà. Elle a peut-être réussi Elle est revenue en France, peut-être ? Oui, elle est revenue en France depuis l'âge de 16 ans. Et en fait, elle a cherché ma mère, détective et compagnie, pour retrouver ma mère. Le père n'a jamais voulu communiquer Ah non, vraiment. Le contact. Communication. Et puis en plus, comme il a voulu faire du mal à ma mère, mes parents ont dû fuir.
finalement. Oh là là. Mes parents ont dû s'enfuir. Ouais. Toutes les histoires, voilà. Et ça, j'apprends toutes ces histoires-là à 11 ans, à l'entrée en 6e. Tu passes de petite fille unique à... Ah, en fait, tes parents, ils ont vécu tout ça. Ah oui. Je suis pas toute seule, il y a Oui. une grande sœur, et une autre grande sœur que je sais pas où elle est. Elle est dans la nature, je ne Ok. sais pas. Et bref, donc j'apprends tout ça, donc c'est un peu quand même perturbant pour une petite fille de 11 ans, avec Légèrement. ses problèmes de poids, etc. Le fait que quand t'es à l'école, les enfants te disent « je veux pas être ta copine parce que t'es grosse ». Voilà, C'est ce que j'allais genre dire. Oui, de- toujours l'accueil très sympathique C'est ça. des jeunes enfants. Oui, donc pour exister, là où je me suis défendue, c'était le côté première de la classe. Voilà, au moins j'existais dans cette Bravo. place-là, et j'étais la grosse rigolote, on va dire. Je faisais plein de sketchs à la récré. J'improvisais des sketchs. Et ça, c'était chouette, en revanche. Ça, c'est super. Ça, c'était chouette. Parce que ça a été mon premier côté un peu je me montre et spectacle, en m'en moquant complètement de mon physique, et Oui. de faire rire les gens, de les emmener avec moi dans mon univers, et d'être... voilà, d'avoir ces moments de sketch à toutes les récréations. Et ça, j'avoue, c'était quand même mon petit plaisir. Mais Et néanmoins, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais l'impression d'être pas dans l'emprise d'un rôle, tu vois, mais de porter un masque, de t'être inventé un personnage, comme tu disais, de la rigolote alors, ronde mais rigolote pour trouver un chemin pour te faire accepter. Et est-ce que tu avais le sentiment à ce moment-là de pouvoir être pleinement toi-même? alors, c'était une facette de moi, c'était pas un masque. C'était une facette de moi dans laquelle je me D'accord. permettais de m'exprimer, Au moins, plutôt. voilà. Mais en fait, j'avais pas conscience que c'était plutôt le côté vulnérable et émotionnel que j'enfermais complètement, parce que je ne me l'autorisais pas, c'était mal vu. C'était Donc, j'ai pas le cadenassé. droit. Cadenassé. T'es Ah oui. obligé de mettre un petit verrou sur C'est ça. toutes ces émotions et on comprendra plus tard pourquoi. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, je On me suis ressent. forgée comme ça en étant petite, et c'était juste... j'étais anesthésiée, je peux dire, une forme Anesthésiée. d'anesthésie émotionnelle, alors qu'il y a une hypersensibilité très très forte. Donc quand ça s'est révélé plus tard, Et oui, c'est ça. voilà, forcément. Et Dieu sait que sur les émotions, les seuils de conscience, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un sujet vraiment important parce que c'est comme la partie immergée de l'iceberg. Hein, de certains, on peut ne pas du tout avoir conscience de ce qui se passe en nous et de nos émotions. Et plus on va en conscience, plus on est clair et plus on remonte dans les étages. Mais c'est tout un chemin. Juste une petite pause dans l'épisode. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous aussi, vous avez envie de venir me raconter votre deuxième vie, n'hésitez pas à remplir le formulaire en description juste en dessous. Et qui sait, c'est peut-être bientôt vous qui serez à mes côtés. Et alors te voilà Et me voilà donc, on va À dire, 11 à ans. 11 ans, avec une avec cette nouvelle fille famille. qui aimait toujours danser, mais en cachette dans sa chambre parce qu'il fallait pas qu'on me voie. Et Alors, juste pourquoi, si je puis me permettre, pourquoi il fallait pas qu'on te voie pourquoi c'était caché la danse? Parce qu'après tout, voilà. Qu'est-ce qui gênait en fait, ce qui gênait, c'est j'avais l'impression, moi, qu'il fallait pas que je dérange déjà, faut pas que je fasse de bruit, il fallait que je reste assez calme. Une phrase que j'entends encore de mon père qui me disait si c'est pour dire des bêtises, tais-toi. Ah oui, sauf que quand t'es un enfant, quand est-ce que je sais si je dis des bêtises ou pas? Donc je me tais, je m'enferme et je me lâche et je me libère. Voilà, j'avais ce côté, c'était dans ma bulle. Et quand je voyais des petites filles qui faisaient du classique à côté de la maison, qui étaient toutes fines, etc., je me disais j'ai pas ma place là-dedans. Et pourtant, il y avait depuis toujours ce côté, je mets de la musique, je danse dans ma chambre. Ce qui faisait et que c'était t'avais un pas ta exutoire. place pour toi, c'était Pour moi, c'était à cause du physique. du physique. Ouais, T'avais à pas le cause du physique physique. de l'emploi. C'est ça. T'avais pas le physique de la jolie petite danseuse avec le tutu ou avec c'est ça. C'est ça. Vu Que qu'en te plus, renvoyaient tes parents sur ton physique à ce moment-là? Euh, Ils disaient rien ou ça pouvait leur arriver de faire des remarques Je pense que mon cerveau a voulu omettre ça. Il s'en souvient pas. Tu t'en souviens pas, ouais. Non, je m'en souviens pas. Si j'ai eu des critiques, Quel était etc. leur rapport à eux, ce qui te renvoyait de toi sur ton image? Ouais, là, tu vois, c'est comme Mais s'il y avait non, un blackout un blackout. je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ni valoriser, ni rassurer, ni En tout ni cas, oui. critiquer. Je sais pas. Je ne sais plus, en tout cas. Je m'en souviens pas. L'absence de retour. Donc c'est ça. là, le reflet, il y avait pas, on te reflétait pas quelque chose. Ouais. Mais je sais que ma mère m'a soutenue quand c'était la phase justement après la nutritionniste qui m'a mis au régime.
Elle venait à manger, etc. On faisait ensemble et tout ça. Ça, c'était Et ça, c'était à 8 ans. Ah, c'était Parce à que 8 là, ans. justement, là, on va Et ça revenir avait à marché, 11 ans. du coup? Ça avait marché un peu, mais à 8 ans. 8 ans. 8 ans, enfin, on peut pas tenir un régime drastique à manger du poisson sans goût, des choses. Enfin, voilà, c'était vraiment très, très limité. Et voilà. En revanche, donc à 11 ans, donc après la découverte du fait que finalement ma famille est nettement plus grande, que je suis en 6e, etc., j'ai eu un élan pendant l'été, entre la 6e et la 5e, donc vers l'âge de 11-12 ans. Tara a choisi de prendre une revanche. Parce qu'elle est forte, Tara. Mais oui, elle est forte, Tara. Elle est forte. Elle est sensible, mais elle est forte. Et donc, j'ai voulu perdre du poids. Donc j'ai fait un régime toute seule. Je faisais du sport tous les jours dans ma chambre, avec un vélo électrique, etc. Je faisais des abdos, même je courais dans ma chambre, je faisais juste des allers-retours pendant une demi-heure. Improbable, je faisais des allers-retours, je me dans faisais ta à manger chambre. toute seule. Je me faisais des salades et tout. Enfin voilà, j'ai perdu 13 kilos en 3 mois Mais toute seule, non. à 11 ans. Une volonté féroce, là. Ah, Volonté, là, il y a eu le premier élan de la Tara qui dit non, là, je reprends du pouvoir, quelque part. Tu vois. Oh. Et cet été-là, c'est là qu'il y a eu aussi un truc très important. Donc, j'étais en vacances avec mes parents dans un camping, et le dernier jour des vacances, juste après on partait en voiture avec mes parents, on rentrait vraiment, c'était le dernier jour, il y avait un clown qui venait pour animer le club des enfants et des ados. Un clown qui s'appelait Zigo. Et là, ce clown, il nous faisait des animations, de danse, des jeux, etc. Et là, il dit, bah là, on va danser sur telle musique, je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'était ces soirées-là. Ça me revient maintenant, ces soirées-là. Et je l'avais déjà vu 2 semaines avant, ce clown-là. Donc je connaissais déjà sa choré. Et donc je dis à mes copains qui étaient juste là autour de moi, je dis, je connais la choré, c'est ça, c'est ça. Et là, Zigo, il m'a entendu. Il s'est retourné, il m'a dit, toi, viens là. Génial. Et là, il m'a mis devant 60 gamins de mon âge et plus petits, en me disant, vas-y, montre-nous la choré. On passe de la petite Tara qui se cache dans sa chambre à, vas-y, Énorme. donne un cours de danse à 60 enfants. Énorme, Et là, énorme. Je ne Ouais. me suis jamais sentie aussi à l'aise. Oh. C'était génial, c'était hyper révélateur. Et c'était maîtrisé. Le Zigo, il avait juste à me suivre, il avait pas à me reprendre, etc. Et j'ai pris ma place. C'est Ok, prof de danse, allez, on y va. Oh. Et on bouge, Formidable. etc. J'avais les comptes, j'avais tout. Et je me suis éclatée à ce moment-là. Ah, on voit sur ton visage qui s'éclaire toutes les émotions que tu as pu ressentir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de toi là? C'est une fierté. C'est ça, fierté, joie. joie. Ce sentiment, ouais, d'être à ma place, là. Là, j'ai un peu le droit de briller aussi, quelque Un part. peu le droit. hein. À ce moment-là, j'avais que un peu le droit. Un peu le droit de C'est briller. déjà pas Bon, mal. C'est déjà pas Comme mal. ça, t'as ouvert la petite fenêtre, t'as dit on va Ça. voir. Oh. Et juste après ce moment-là, le clown, il vient me voir, il me dit tu fais de la danse? Je lui dis non. Il me dit bah tu devrais, parce que tu as le truc. Oh. Et là, ça m'a fait un déclic. Je suis montée dans la voiture avec mes parents pour rentrer à la maison. J'ai dit je veux faire de la danse. Mon père a ri. Oh. Il a dit encore un truc que tu vas commencer que tu vas pas finir. Ok, d'accord. Et ma ça mère, m'aide. elle m'a soutenue. Elle m'a dit ok. Ah, c'est bien ça. Heureusement que ma maman était là. Pour plein de trucs, heureusement que ma maman était un peu plus dans tu veux faire ça, on va se donner les moyens de le faire. Donc chouette. Ouais. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas le droit de faire aussi. Et Qu'est-ce que bah, tu avais pas le droit de faire par pas exemple? le droit de sortir, pas le droit de... Pas le droit de sortir, c'est ton père Ouais, qui bloquait là-dessus? complètement. Bah tiens, je te donne un exemple, qui est excellent d'ailleurs. Donc j'allais souvent chez une amie, quand même, mais c'était hyper cadré, j'allais chez elle, il y avait sa maman, etc. Et juste avant d'y aller, mon père, il avait... Enfin, je fais mon sac pour aller dormir chez elle. Donc j'avais 15 ans, quand même, 15-16 ans à ce moment-là, j'étais quand même un peu grande. Et mon père, il vient me voir, il me dit « Pourquoi tu prends ton portefeuille ?» Je dis « Bah, parce qu'on ne sait jamais si on va au centre commercial, enfin je prends toujours un peu d'argent sur moi et mes papiers, quoi. » Et là, je réalise, je me dis « Mais il a fouillé dans mon sac !» Parce qu'il était dans mon sac. Arrête. Et là, à ce moment-là, je lui ai pas dit. Je lui ai dit après, j'en ai parlé un peu à ma mère, elle me dit « Mais tu sais, voilà, ton père, il est persuadé que tu fais des bêtises, que tu vas voir des garçons en douce, etc. » Et là, je lui dis « Mais maman, tu sais très bien que c'est faux. » Elle me dit « Oui, moi, je le sais. » Je dis « Mais c'est fou, mon père me connaît pas. » Ouais, d'accord. Alors qu'il me met Oui. des règles hyper strictes, et je les respecte toutes. Mes copines aussi respectent mes règles pour pouvoir passer du temps avec moi. D'accord. Donc je suis allée voir mon papa. Et alors ce moment-là, il est très marquant. C'est que je suis allée le voir et je lui ai dit, je te mime la scène, j'arrive,
Lui, il est assis face à la télé qui est là. Oui. Donc il regarde la télé et moi, il me regarde pas. Te regarde pas. Voilà. Je vais le voir et je fonds en larmes. Premier moment où là, vraiment, je fais part d'une vulnérabilité énorme face à lui. Et je lui dis, papa, justement, je fais tout pour respecter tes règles. Même mes copines le font. Enfin, j'ai les bonnes notes. Quand j'ai pas 19, quand j'ai 19, c'est pourquoi t'as pas 20. Je fais tout pour avoir les meilleures notes. Je fais tout pour... Oui, non, c'était bien strict. Et le 20, c'était juste normal. Ah, d'accord. Ou si j'avais un cadeau, parce que c'était leur mode de... Oui, le fameux langage de l'amour. Voilà. Oui. J'ai manqué de rien. Matériellement, manqué de rien, mais Pas peut-être du tout. manqué de, justement... de choses, en tout cas, qui, pour moi... je pense un peu pour tout le monde. Ouais. En fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, voilà, je le vais voir, et vraiment, je fonds en larmes. Et je lui dis, je comprends pas, papa, je fais tout C'est ça. pour être la fille que t'as envie que je sois, en fait. C'est ça. Si tu me fais pas confiance, je fais, t'as fouillé dans mon sac. Il me dit non. Je dis, papa, je le sais. Et là, la seule chose qu'il me dit, donc à part le non, quand je lui ai demandé s'il avait fouillé dans mon sac, il se tourne et il me fait, si tu pleures, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Et il regarde la télé. Ce moment-là. Si tu pleures, c'est que t'as quelque chose à te reprocher. Ah ouais, donc ça, c'est... Ça a été un poignard très très fort, parce que je me suis dit, mais je fais tout pour respecter ses règles et pour être la bonne petite fille, et lui, il est persuadé de toute façon que je fais n'importe quoi. Mais alors pourquoi je respecte ses règles ? Oh là là, oui, c'est très très dur à porter, ça. C'est vraiment très lourd, et... Non mais... Tu ne me connais pas, papa, tu ne me connais pas. Tu penses savoir qui je suis. Oui. Tu penses qu'il avait peur pour toi, en fait, ou qu'il avait peur... Alors, il a toujours été surprotecteur sur plein de points, mais pas dans le dialogue. Voilà, c'est comme ça, parce que de toute façon, il arrive toujours des trucs, il y a des accidents, des machins, voilà. Et donc, c'était une surprotection, il me dira, tu me remercieras quand tu seras plus grande et que tu auras des enfants. Cette fameuse excuse, oui, c'est phrase ça, très célèbre, tu verras quand tu auras des enfants. Est-ce qu'il projetait une vision du monde inquiétante auprès de toi ? Oui, complètement. Puis c'est-à-dire lui-même, avec vraiment très peu d'élan pour aller vers les gens, pour poser des questions, etc. Ma mère beaucoup plus ouverte, travaille dans la restauration, le soir, dans les... Ah d'accord, c'est la question que j'avais posée d'ailleurs, ce que tes parents faisaient comme... Mon père, il travaille dans la sécurité. Ah, c'est pas complètement voilà, à côté de la plaque. D'accord, oui, un métier... Oui, donc effectivement, un métier... faut faire attention. Oui, voilà, faut faire attention, puis le côté strict, discipline peut-être, voilà. Je ne sais pas. Peut-être, en tout cas, ça peut jouer. Et donc, voilà, je vis ce moment qui me permet en tout cas de réaliser, en fait, de me dire, mais en fait, là, ça va pas du tout, en fait, si mon père me fait ça. J'ai eu un sentiment de trahison. Oui. Voilà, un sentiment de trahison très fort à ce moment-là. En effet. Et revenons à la danse que j'ai commencé donc à l'âge de 12 ans. Mais voilà, parce que dans cette période-là... après le super clown, rappelle-moi son nom ? Zigo. Ouais, Zigo, c'est génial, je trouve, parce que j'ai cette image de ce clown qui vient comme ça t'envoyer ce message qui peut-être a créé le déclic pour que tu oses te lancer dans la danse. Alors voilà, tu commences les cours de danse. Je commence les cours de danse, et ce que j'ai aimé déjà, c'était le premier cours. Ma prof de danse qui me dit « T'as déjà fait de la danse ?» Je lui dis « Non ». Elle a fait... Pardon pour le gros mot, elle a fait « Oh putain !» devant tout le monde. Elle était elle-même choquée. Et c'était assez drôle. Et à l'âge de 16 ans, j'ai intégré une compagnie de danse. Ah, carrément une compagnie. Ouais, alors c'est une compagnie amatrice, mais on faisait beaucoup de spectacles. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai aimé, c'était beaucoup de spectacles, mais des spectacles de proximité. Pas des spectacles, ce que j'appelle des spectacles impersonnels, où tu montes sur scène, mais tu n'as pas de lien avec ton public. Donc on faisait des spectacles caritatifs, des spectacles dans des maisons de retraite, où après on allait parler aux gens, vraiment. Ouais. Et ça m'a plu, ce côté danser, donner à un public et être en lien avec ce public. Déjà ça, j'avais déjà cette sensibilité-là. Cette fibre pour le lien humain. Et... C'est ça. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens pour moi de monter sur scène et de partir et de rentrer chez moi, d'être seule. Non, en fait, non. J'ai besoin de cette connexion et de ce lien complètement avec l'humain, d'avoir l'émotionnel, de raconter des choses aussi en dansant. C'est pour ça que j'ai fait du modern jazz, parce que c'est le modern jazz que j'ai fait. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Et j'aime cette danse parce que tu peux raconter énormément de choses, tu peux libérer des émotions, voilà, ça a été un exutoire énorme pour tout ce qui était tristesse, colère, qui était à l'intérieur de moi. Ouais. Et
Et d'ailleurs, ce qu'on me disait souvent, c'est l'énergie que je mettais, on me disait, on voit que t'as de la colère à l'intérieur de toi. Bah Ah oui, ça ça transparaissait oui. quand même. Bah oui. Et Ouais. c'est pas déconnant du tout par rapport au passif. Et puis, et ça faisait du bien aussi. Mais dans la danse, on s'autorise. Évidemment, terrain d'expression. Complètement. Mais il y a une phrase fabuleux. que j'aime beaucoup qui est on chante ce qui ne peut être dit, ou on danse ce qui ne peut être chanté. Ah, j'aime beaucoup ça. Et j'adore cette phrase. Ah, j'adore. Je vais te la... Je prends. Hop là. Hop, je garde. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ouais. Et voilà, en tout cas, ça a été un exutoire Alors, vraiment très oui. très fort. Donc ensuite j'ai géré cette compagnie. Mais alors pour toi, pardonne-moi, Ouais, pour toi, on est encore dans la tara d'avant. Enfin, je veux dire, même si toujours t'as dans la eu... tara d'avant. Oui, c'est ça. On est toujours, voilà, même si tu as eu ce premier déclic avec notre cher clown, notre C'est ça. personnage mascotte Voilà. du jour, donc ça c'est génial. Et pour toi, c'est la Tara d'avant. Alors cette Tara d'avant, dans sa personnalité, tu doutes encore, tu en es où de ton... Tu commences à entrevoir un peu ton projet de vie rêvé, ou tout ça est encore très flou? Enfin, comment tu te sens à ce moment-là? Alors à ce moment-là, moi ce que je me dis, c'est que j'adore la danse, mais que je pourrais jamais en faire un métier. Ah, Parce voilà. que Tu vois, c'est ça, c'est ces points de doute où on se met des choses en tête. parce que j'ai pas fait de classique, parce que j'ai pas de diplôme, etc. Et je partais plus sur, j'ai fait scientifique, ensuite je suis allée en fac de biologie, etc. Ah, donc tu as passé le bac, donc on a compris que tu étais une élève douée, Bonne élève. et tu t'es orientée dans le scientifique. Et alors, est-ce C'est que ça. c'était pour faire plaisir à tes parents ou pas? Non, c'était pas pour faire plaisir à mes Non. parents, parce que mes parents Mais- n'ont pas fait d'études, mais D'accord. ils m'ont toujours dit, t'as la tronche pour faire des études. T'as la Donc, en tronche gros, pour c'est faire que- des études. donc, Donc on il te fallait, projette beaucoup c'est de ça. choses sur toi. Je suis née le jour de la Saint-Parfait aussi. Un jour, Non, un jour ça, c'est avant drôle. toi. Un jour avant toi. C'est pas vrai. Eh oui. T'es né le jour de la Saint-Parfait. Je Le trouve ça 18 quand même avril. assez extraordinaire parce qu'on se met tellement d'injonctions. Alors entre les injonctions qu'on te met sur comme tu dois être parfaite C'est et ça. oui, tu as senti comme ça ces messages contraignants que Mais tu devais être parfaite, la fille parfaite, répondre aux attentes qu'on plaçait en toi et Complètement. Enfin, Ouais. je l'ai Tu senti, sentais un mais poids ouais. Alors, sentais il ce n'était poids pas clairement dit, tu dois être parfaite. Mais, Oui, c'est jamais mais clairement dit, Comme mais c'était ressenti que si je le suis, c'est normal. Si je le suis pas, ce n'est pas normal. c'est ça. 20 sur 20, Voilà. oui, bah, c'est normal. 20 sur 20, c'est bien. Ça va. 19, pourquoi t'as pas eu 20? Pourquoi t'as pas eu 20? Écoute, parce que j'ai fait C'est- une faute. oh, Bah mince, voilà. j'ai fait... Oh. Oh, je... Franchement, Tara, t'abuses. Hein. Mais C'est- oui, c'est pas, mais vraiment. Voilà. Donc, voilà, j'ai grandi en tout cas avec ça. Et c'est vrai que de grandir en disant, ouais, C'est t'es né jour sûr. de la Saint-Parfait, Saint-Parfait. sans pression, dès le début de la naissance. Hop là. Voilà, Voilà, oui, t'as juste ça qui te colle à la peau. c'est ça. Il faut être parfaite, Tara. Mhm. C'est ça. Et donc ça, il a fallu s'en détacher. Ou accepter que Oui. tout est parfait. Parce que si on peut voir les choses autrement. Plutôt que de vouloir incarner la perfection et que ce soit une façon de voir la perfection. Mais si on se dit que tout est parfait, en fait c'est ok la perfection, mais si elle est dans tout, c'est ok. C'est plus confortable déjà. Ça fait plus de... Ok, on peut respirer. Voilà. Mais toujours dans cet avant, donc tu es au très fond de toi, tu sais déjà que tu as cette passion de la danse, mais tu t'autorises pas à écouter le message. Je m'autorise pas à écouter le message, mais je ne lâche pas la danse pour autant. C'est-à-dire que ce serait comme m'enlever mes poumons si on m'enlevait la danse. Donc ça, c'était quelque chose que je n'ai pas lâché la danse depuis jusqu'à ce jour, depuis mes 11 ans, je n'ai jamais arrêté de danser. Après, donc, comme je t'ai dit, par rapport à la compagnie de danse dans laquelle que j'ai intégré à l'âge de 16 ans, Oui. après j'ai commencé à la diriger à l'âge de 21, parce que celle qui Ah. l'a dirigée est partie. Mais c'était toujours dans ce cadre bénévole, loisir. Loisir, voilà. Voilà. Tu étais en études scientifiques, mais tu pouvais suivre ta passion. J'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans, donc en même temps que le travail, ça a permis de gérer aussi cette compagnie en loisir, mais finalement ça m'a ouvert aussi énormément de choses, parce que il y avait l'organisation de spectacles, la création de chorégraphie, la gestion d'un groupe, et tout ça, c'était un plaisir énorme en fait d'aller dans tout ça et de pouvoir driver les choses aussi comme j'en avais envie, Ouais. tout en étant à l'écoute d'un groupe et en prenant en compte le groupe et faisant grandir le groupe, qui a changé, des gens qui sont partis, qui sont revenus, et c'était ok. Et Et alors, à quel moment tu arrives au déclic
Alors le déclic, à ce moment charnière, ouais. alors, le déclic, il arrive à l'âge de 30 ans, Ah oui, donc pas mal d'années plus tard. bien après. Et d'ailleurs, ce moment-là, ça m'intéresse de te demander comment tu l'appelles. Est-ce que c'est un déclic? Est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est un moment charnière? Pour toi, comment tu l'appelles, Le ce mot, passage? le mot déclic, je pense que c'est Déclic te celui plaît, qui... ça te Ouais, parle? c'est vraiment le... Ah, ça s'est passé comme, Ouais, comme ça, ça. c'est... Alors, génial, tu vas nous Avec le mouvement, ce raconter. serait vraiment Ok. ça. Donc ce déclic, donc j'étais conseillère en insertion professionnelle à ce moment-là, je l'ai été pendant 5 ans. D'accord. Je travaillais aussi dans des collèges en tant que prof de maths, enfin j'ai fait plein Ah de, oui, plein de d'accord. travail, voilà, Oui, à oui, côté, oui. j'avais quand même un métier, même si finalement Mhm. je faisais des choses que j'aimais, qui étaient toujours finalement dans ce côté enseignement et accompagnement. C'était là, la trame était là, et la danse à côté. Attends, j'essaye en même temps de t'imaginer en prof de maths, mais Ah non, bah, je... écoute. Mhm, Mhm, mhm. mhm. Donc Très bien. Pythagore, Thalès, tout Pythagore. ça n'a Ah pas de oui, secret pour ça moi. cadre Mais oui. effectivement. Et j'adorais ça. En fait, c'était le côté Ah. enseignement. J'ai Mhm. toujours aimé ça. Après, quand j'ai fait conseillère en insertion professionnelle, j'ai aimé l'accompagnement de personnes. Enfin voilà, d'aller dans l'écoute, essayer de Mhm. trouver des solutions ensemble pour avancer, pour que la personne, elle ressorte avec le sourire et quelque chose de léger à la fin de l'entretien en se disant « Ok, j'y vois plus clair et je sais un peu plus où j'ai envie d'aller et qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ça. » Donc ça, il y a cette fibre-là qui a toujours été là. C'est intéressant d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'on se raconte des chemins de vie, de voir comme quoi tu peux être à un moment dans une branche qui a rien à voir, où tu te dis avec le recul, mais ça servait à rien d'avoir fait ça. En fait, non, c'est déjà révélateur de plein de choses pour t'amener à l'endroit qui était vraiment fait pour toi. Là, c'était déjà dans cette transmission, dans... C'est ça. Alors sachant que ça, en réalité, c'est quelque chose que j'ai depuis déjà toute petite, parce que ça, c'est vrai que je le mets pas spécialement en lumière, mais le côté très psychologue, j'étais toujours la copine à qui on racontait tout. Ah, Voilà, tu vois, comme quoi ça remonte à loin. J'avais ce rôle-là. Ouais. Et aussi, finalement, le fait d'analyser un petit peu dans le ressenti des gens, bah ça, mon père me l'a apporté par son comportement, parce que je me disais, ce n'est pas possible, il n'est pas foncièrement méchant. Ça peut pas être ça. Donc j'allais chercher ce qu'il y avait derrière. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, dès l'enfance, j'étais comme ça, j'expliquais à ma mère, j'avais des conversations avec ma mère, je disais, mais papa, il est comme ça sûrement parce que dans son enfance, il a manqué de ça, etc., etc. Dès l'enfance, j'étais là-dedans. T'essayes de décoder, d'analyser. Ah oui, c'est... Et ça me permettait de survivre quelque part, d'aller dans cette analyse. Mais en même temps, ça m'a fait développer cette compétence. Voilà. Et qui finalement a grandi, et c'est aussi... Voilà, c'est vraiment eu finalement les deux compétences ensemble qui ont grandi en parallèle. Intéressant. La danse et le côté plus psychologique, oui. émotionnel. Que tu as développé intuitivement, puisque par la suite, tu n'as pas vraiment fait d'études de psychologie, mais en même temps, tu as été immédiatement de développer ce sens psychologique. Plus par l'expérience que par la théorie, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc voilà, oui. il y a vraiment ces deux parallèles-là. Et donc un jour, c'est là qu'à 30 ans, paf, il se passe quelque chose, il y a une fusion. Parce que j'en ai marre de travailler avec des gens qui ne veulent pas être accompagnés, je me dis, quel métier je pourrais faire pour accompagner des gens qui ont envie d'être accompagnés, pas des gens qui sont obligés. Oui, déjà la nuance est importante. Et très importante. Et donc j'ai pensé à faire un diplôme de coach, coach consultante. Donc c'est là que je m'inscris à une formation, pendant la transition où j'essaie aussi de quitter mon travail. Au moment de quitter mon travail, en plus, ma santé me dit petit problème, tu as une hernie cervicale et une névralgie cervico-brachiale. Donc j'étais complètement bloquée avec des coups d'électricité dans le corps. Je pouvais ni m'asseoir, ni me coucher sur le dos. Enfin, mais c'est très terrible compliqué. ça. Ouais. Et ça a duré pendant longtemps. Qu'est-ce qui a provoqué ça, en fait Alors, il y a eu une rupture amoureuse à ce moment-là, qui a été très dure. Pas au niveau amoureux, mais au niveau plutôt emprise que ça avait pu avoir. Parce que forcément, avec des parents comme ça, j'ai pas eu des relations amoureuses forcément très, très saines. À ce moment-là. À ce moment-là. Ouais. Et donc, en tout cas, d'avoir vécu cette histoire, etc., il y a pas mal de choses. Plus au niveau du travail, le fait que ça n'allait plus au travail. Mon corps me disait, je ne veux plus y aller. Oui, donc comme quoi, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les maux physiques et ce qui se passe et les situations Il y a plus qu'un lien. Plus qu'un lien, ouais. Donc là, blocage au sens littéral. Voilà, c'est ça, un vrai blocage.
Et donc ce qui était fort, c'est que je me suis fait accompagner physiquement, etc. pour ça, avec une kinésiologue, avec qui j'ai fait plusieurs séances. Et à un moment donné, j'étais retrouvée en... Qu'est-ce que c'est une kinésiologue? Parce que je connais ostéo. Ouais, kinésiologue, en fait, c'est une personne qui va utiliser les réponses musculaires pour aller sonder le corps et voir là où c'est déséquilibré, équilibré, qui va remettre ensuite de l'équilibre là où il y a du déséquilibre. Avec des réponses musculaires, alors ça peut être, voilà, ça va pousser ton corps, et en fait, quand tu dis oui, ça tient, et quand tu dis non, ça lâche, quoi que tu fasses. C'est incroyable, et c'est ça. super intéressant. Donc tu laisses le corps parler, et tu l'interroges, et c'est comme ça que tu peux soigner des maux, et essayer de rééquilibrer. Ce qui est déjà fou de penser qu'on peut interroger le corps, et Oui. pof, il y a une réponse, et C'est ça. C'est assez bluffant. Non, mais le corps a toutes les réponses. Le corps a toutes les réponses. Mais oui. Ça intrigue, ça. C'est ce qui est génial. Ok. Et donc je fais cette formation, j'ai en même temps cette blessure, cette minerve que j'arrive pas à enlever, que je vais un peu au travail, et puis finalement je me mets en arrêt, on me reproche de me mettre en arrêt, et qu'en fait je vais très bien, parce qu'en fait je pouvais danser, mais je pouvais pas aller au travail. Ah, alors comment tu expliques ça alors? C'est que mon corps voulait pas aller au travail. Ah mais c'est fou, tu veux dire que le fait d'être assise, cette hernie cervicale, hein, enfin, je ne sais plus comment. Ouais, c'est ça, hernie et névralgie. En fait, c'est le nerf qui est coincé, brachial ou quelque chose. C'est un nerf coincé au niveau des cervicales, qui irradie tout le bras. Ça c'est terrible. Et pourtant, quand tu dansais, la douleur s'en allait. Ouais. Là, t'enlevais la minerve pour danser et t'arrivais à danser. Ouais. Ah non, donc forcément. Alors vraiment, c'est le cerveau envoyé. Alors que quand t'allais au travail, tu pouvais pas. J'étais obligée de mettre la minerve parce que j'avais trop mal, j'arrivais pas à rester assise. C'est étonnant. Mon corps me disait va-t'en, c'était ça. Ah ouais. Je veux bouger. Donc, mais forcément, les gens savaient que je dansais et que j'allais au travail, et donc on me disait tu simules. Tu simules, oui, je vois bien. Voilà. Parce que non, je vois bien. Simule pas. Ouais. Et donc je me souviens de la dernière séance avec la kinésiologue, justement, et je lui dis, mais je sais pas quoi faire, est-ce que je retourne au travail, est-ce que j'y vais pas, parce que ça fait un moment, je sais pas quoi faire. Elle me pose la question, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez ? Et je lui ai répondu, spontanément, là j'ai écouté l'élan du cœur là, qui venait vraiment de l'intérieur, la phrase qui résonnait à l'intérieur, je dis, là ce qui me vient c'est, je veux être libre. Waouh. Et à ce moment-là, j'ai posé la minerve et je n'ai plus jamais eu besoin de la remettre. Et je ne suis pas retournée travailler là-bas, bien évidemment. Extraordinaire. Juste d'écouter là le message du corps qui criait à l'intérieur, et du fait de l'avoir verbalisé et de l'avoir écouté, le corps il a dit « Ok, t'as compris. » Ok, t'as compris, t'as plus besoin de minerve. Ça y est, ça fait des mois qu'on te met une minerve. Ça y est, elle a compris. Ah, c'est beau, hein. Voilà. C'est incroyable. Donc déjà, cette étape-là, qui a été importante, et la formation, donc la formation de coach. Et le but, c'était c'est un vrai diplôme, bac plus 5, donc là, je me suis dit, je reste quand même dans les cases, dans les clous, je voulais un diplôme qui me donne une forme de légitimité, même si on peut y mettre des gros guillemets, etc., mais à ce moment-là, c'était ce que je cherchais, et il fallait donc faire un mémoire, dans le cadre de cette formation-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme sujet ? Aucune idée, parce que c'était très axé coaching de manager, etc. Je fais, c'est pas l'essence de ce que je fais. Non, c'est pas moi. Et c'est là le déclic. Il a été tout simplement un matin au réveil. Un matin au réveil. Un matin au réveil. C'est comme s'il y avait des informations qui s'étaient téléchargées dans la nuit, et au réveil, c'était bon, ça y est maintenant, uploadé, hop, au réveil. C'est étonnant ça, ce que tu me racontes. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a été uploadé pendant la nuit? Alors en fait, ça m'intrigue. Justement, c'était de me dire, mais en fait, que pour moi, c'était comme une espèce d'évidence de faire le lien entre la danse et toutes les thématiques du coaching et de l'accompagnement. Et de les mêler ensemble, et de dire, mais bien sûr qu'on peut travailler tout ce qui est confiance en soi, lâcher prise, libération et gestion émotionnelle, le lien, la connexion à l'autre. Plein de thématiques comme ça, et je me suis dit, mais bien sûr qu'on peut le travailler avec la danse. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, c'est ça va être ça, mon sujet du mémoire. Ah ouais, sujet de mémoire. Sujet de mémoire. Ah oui. Et donc je suis partie là-dessus. Et j'ai appelé ça la danse coaching au début. Après, ça s'est appelé Armure, parce que j'ai trouvé un nom qui correspondait plus à l'âme de la méthode. Mais d'abord, tu nous expliqueras le concept, évidemment. Tout à fait. Et donc, le mémoire,
l'objet de mon mémoire, c'était finalement cette méthode que j'ai complètement créée de A à Z. Et à ce moment-là, c'est comme si j'étais un canal d'information. Comme si je recevais toutes les informations. Un canal. Comme si j'étais branchée à plus grand que moi, ou à mon âme, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, peu importe. Incroyable. Qui me donnait toutes les informations. Et que j'ai passé des heures, pour l'anecdote, des heures au McDo. D'accord. Exactement, avec mon thé. Et je passais 5-6 heures par jour au McDo à tout écrire, tout rédiger, que ce soit mon mémoire ou les exercices, tout ce que je voulais créer, toute la méthode que j'avais envie de mettre en place, des séquences, des sessions, le temps que ça prend, etc., etc. Et de me dire, quel exercice je peux inventer, je peux créer, qui permet d'aller travailler telle chose, telle chose, telle chose, au niveau corporel, conscience corporelle, au niveau confiance en soi, etc., etc. Tous ces thèmes-là, me dire qu'est-ce que je peux mettre en évidence comme exercice. Qu'est-ce que je peux créer ? T'es visité par une inspiration, d'ailleurs on le voit sur ton visage, et t'avais l'impression que ça venait d'où ça ? Mais j'en sais rien. Je sais pas d'où ça venait, mais tout ce que je sais, c'est que ça coulait à flot. Voilà. C'est pour ça que je pense à l'espèce de canal, parce que c'est comme si ça partait de là, et ça s'était couché sur le papier. Tout était fluide, et t'as l'impression que ça jaillissait lorsque tu faisais ce geste-là. Tu écrivais ? J'écrivais tout. Ouais, c'était dans un carnet, enfin je veux dire à la main, ou tu tapais à la... Tout à la main. Tout à la main sur un carnet. C'est ça aussi, je me dis que c'est comme un prolongement. C'est ça. Tout passait comme ça par le stylo, et tout était couché sur papier, et ça venait vraiment naturellement. Et surtout, un point qui me tenait à cœur, c'est que je voulais vraiment créer quelque chose à partir de mon vécu et de mon expérience. Pas de me laisser influencer par d'autres méthodes existantes. Alors que ça, je comprends très bien. Alors que quand tu rédiges un mémoire, on te dit qu'il faut t'inspirer aussi d'autres livres, etc. Oui. Je vais dire la vérité. Oui. J'ai pris des titres, j'ai pris des pages au pif dans les magasins. J'ai fait, tiens, ce passage-là, je vais le nommer dans mon mémoire. Je n'ai jamais lu les livres. Je ne voulais pas les lire. Sur la danse-thérapie, sur la biodanza, sur d'autres choses, je n'ai pas lu ces livres-là. Je ne voulais pas être influencée. Moi, je te comprends très bien, parce que dans mes romans, ça peut être un peu pareil aussi. T'avais envie de te fier vraiment à ce qui t'habite toi, à tes expériences, à ton ressenti. Et oui, pour inventer quelque chose qui t'appartient complètement. C'est ça, quelque chose d'unique parce que ça vient de moi. Pas unique parce que c'est exceptionnel, parce que déjà, ça vient de moi, donc ça peut pas être vu ailleurs. Voilà, tout simplement. Et donc de là, je crée les exercices, et j'ai testé sur un groupe. Dans le cadre de mon mémoire, j'ai voulu tester sur un groupe. Donc c'était un groupe de 8 ou 10 personnes, je crois, sur 5 séances, etc. Voilà, j'avais testé le concept. Et voilà, tout ça, ça a fait l'objet du mémoire. Et ce qui était génial dans ce groupe, c'est que l'objectif que j'avais de chaque exercice, je me suis dit, mais en fait, chaque exercice permet d'aller encore plus loin que ce que je m'étais déjà imaginé. Et je fais, mais en fait, parce que le langage du corps, voilà, ne ment pas. Et c'est ce qui c'est vrai qu'on peut pas tricher avec le langage du corps. Oui. C'est ça. Et c'est ce qui est absolument génial. Et moi, je voulais créer des espaces comme ça où les gens s'autorisent à être eux-mêmes. Et à aller dans l'émotionnel, dans la connexion à l'autre, dans le vrai, en fait. Est-ce qu'il te vient une anecdote comme ça, justement, en animant d'une réaction des personnes pendant un exercice, c'est-à-dire... Alors, des réactions, il y en a beaucoup. Tu as eu des réactions émotionnelles, c'est peut-être des personnes qui arrivent un peu verrouillées, justement, et qui, par la danse... thérapie quelque part, et qui se passe quelque chose. T'as observé des réactions comme ça? Des réactions, j'ai eu des personnes qui étaient peut-être très, très fermées au début, ou alors un peu sceptiques. Oui, sceptiques, pas sur ce premier groupe, parce qu'ils étaient ouverts, mais sur d'autres groupes que j'ai pu avoir, qui étaient sceptiques, un peu pourquoi je suis là. Notamment quand parce que j'ai travaillé avec un centre de formation pour des personnes en réinsertion. D'accord. Et ils étaient dans le cadre d'une formation de confiance en soi, et j'intervenais sur 2 jours pour donner un stage de 2 jours auprès de ces personnes-là. Donc c'est des gens qui sont éloignés socialement de la vie sociale, du travail, etc. Et donc là, d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui leur dit « Allez, on se lève, on va danser ». Ah oui, ça fait un choc. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Oui, c'est un peu ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bien sûr. Et donc au début, j'ai pas envie de danser. Ils étaient tous un peu mous, réfractaires, un peu. Puis pas dans l'énergie, parce que déjà de base, ils restaient beaucoup assis. Puis pendant la formation, c'était beaucoup de recevoir des infos. Et là, moi, je les mets en situation. Je leur dis, vas-y, on y va.
Maintenant, on se lève et on va partager des choses ensemble. Et à la fin du 2e jour, ils étaient tous en disant « Mais ça fait du bien de passer par le corps, de se mettre en mouvement, de se mettre dans l'action, de se mettre en situation et d'être face vraiment à soi. » Parce que, en effet, là, ça triche pas. Tu peux dire énormément de choses avec ta bouche, avec ta tête, avec ton mental, mais tant que tu ne vis pas les choses dans le corps, tu peux te fourvoyer énormément. Complètement. Et donc là, le fait de bouger, déjà, ça leur a donné de l'énergie. Ils étaient beaucoup plus rayonnants. Et ils étaient ravis d'avoir pu passer par là, même des hommes qui étaient justement pas très dans l'émotionnel, etc. Il y en a qui ont pleuré énormément aussi, parce qu'ils étaient contents de pouvoir ouvrir cet espace-là. Cet espace de vulnérabilité, de se raconter, Merci, Tara, de se donner. C'est ça, ouvrir un espace de vulnérabilité. Oui. Et c'est ça qui est... et c'est fou à quel point aussi la posture physique influence la posture mentale. Complètement, c'était comme ça. Voilà, même on appelle ça un peu le peak state aussi, entre se tenir bien, enfin, influence directement ce qui se passe dans la tête, quoi, le mindset, comme on dit. Complètement. Ouais. Complètement. Bon, et donc pour toi, là, c'est vraiment une deuxième vie qui commence, mais est-ce que ça met du temps à s'installer? Enfin, combien de temps ça prend, tout ça? Alors donc on revient au diplôme, le fait d'avoir passé ce diplôme de coach que j'ai obtenu. Le truc, c'est que je l'ai obtenu le 13 mars 2020. Le 15, nous étions confinés. Ouf! Pas bon départ. Pas idéal comme contexte. Évidemment, il y a des... Voilà. Donc, ça a commencé là. Mais en fait, moi, ce que je me suis dit... Parce qu'au début, je voulais faire du coaching classique. Je me suis dit, j'ai un diplôme de coach consultante, j'ai créé la danse coaching, mais je voulais pas forcément tout de suite en faire le cœur de mon métier. Mais la vie et mon fort intérieur, il y a eu ce côté, mais en fait, finalement, j'ai le droit de faire de ma passion mon métier, même si c'est pas cadré comme ce que tout le monde fait. Par un diplôme, par un conservatoire, par certaines pratiques, etc. Et de me dire, non, moi j'ai le droit de le faire et de le créer à ma façon. Je crée mon propre métier avec la danse. Enfin, l'autorisation. C'est ça. Je me suis autorisée à ouvrir ce champ-là. Me dire, j'ai le droit de travailler avec ma passion et avec la danse. Et à partir de là, la vie n'a fait que m'apporter des choses en lien avec ça. Des écoles qui sont venues me voir pour me dire, tu peux donner des cours de cabaret ? J'ai jamais pris un cours de cabaret de ma vie. Oui, d'accord. J'arrive. Pas de problème. Et de m'adapter, etc. à ça, et d'y aller, et de finalement m'éclater dans ce domaine-là, que ce soit dans la danse ou dans le coaching et la danse en même temps, de me sentir à ma place, d'avoir cette posture d'enseignante, d'animatrice, de gens mènent des groupes, ou dans l'accompagnement aussi individuel, vu que j'ai toujours été aussi beaucoup dans cet échange one-to-one et dans ce discours, ce dialogue aussi qui est plus profond et plus vulnérable. Oui. Et de vraiment marier les deux ensemble et de grandir avec ça. C'est vrai que le contexte au début n'était pas idéal avec le Covid, mais finalement, ça a quand même pu prendre pas mal son essor et me permettre de grandir en tout cas là-dedans et d'avoir vraiment cette deuxième vie qui est, mais en fait, la danse maintenant, c'est sûr que là je me cache plus et je peux en faire un métier, je peux en vivre. Je peux en vivre de la danse. Oui, et puis surtout entre toi et toi, ce qu'il y a une sorte de réconciliation, d'harmonie qui se crée, de t'autoriser à être libre, puisque c'était ça, la révélation, c'est je suis je. C'est ça. Tac, je veux être libre. Et tu t'autorises à être à l'endroit, dans l'activité qui te plaît, qui te ressemble, et peut-être de t'affranchir des messages reçus dans l'enfance. Alors justement, à ce moment-là, dans cette deuxième vie, tu en es où de tes relations avec ton père, notamment qu'est-ce qu'il te renvoie sur tes choix? Alors, mes parents, ils sont partis faire leur retraite en Espagne depuis 2018, fin 2018-2019. Donc, déjà, ils ne sont plus sur le territoire, donc on se voit aussi beaucoup moins. Et en fait, ils interviennent pas du tout. D'accord. Ils me laissent faire ce que je veux, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien.
Ah, quand même. Alors du coup, non, il n'y a pas de... C'est bien. Il n'y a pas de... Alors, je te donne aussi une Enfin, autre phrase que mon père m'a dit quand j'avais 28 ans, donc c'était un petit peu avant cette période où j'étais... J'ai fait un peu ma crise d'ado à 28 ans, en mode, je commence à me rebeller un petit peu, à me dire que j'ai le droit d'aller à l'encontre de mes parents. Ça a été tardif, vu qu'avant j'étais la petite fille sage et modèle. Ah, tu sais, Donc, oui. voilà, ça s'est exprimé tardivement. Et j'avais dit à mon père, j'ai fait, mais papa, tu te rends compte que tu m'as jamais dit que t'étais fier de moi? Il m'a répondu, je vais pas te mentir. Ah oui, carrément. Non, Donc cette phrase, à ce moment-là, voilà, coup de poignard, récidive du coup de poignard de quand j'avais 15 ans. Oh. Et là, je me mets à pleurer. Et mon père, il me fait, pourquoi tu pleures? Et là, je le regarde, je fais, parce que je suis triste, papa. Pour qu'il l'entende, j'ai une émotion. Je ressens des émotions. Des émotions. Les émotions existent. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte à quel point c'est violent de recevoir une phrase comme ça? Il dit, ouais, mais moi, j'ai pas reçu d'affection de tout ça. Je dis, ok, moi, j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là. C'est pas parce que tu l'as vécu, moi, j'ai pas envie de faire la même chose. Voilà. Oh, c'est joli, vraiment. Mais pour autant, dans mes choix de vie, mes choix amoureux, mes choix professionnels, ils ne sont jamais intervenus. Ils m'ont toujours laissé faire absolument tout ce que je voulais. Et ils m'ont toujours dit, on te laisse faire ce que tu veux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, il n'y a pas eu spécialement d'intervention de leur part, mais pas non plus de valorisation de ce que je fais. Ma maman un peu plus quand même, surtout là maintenant, voilà, quand je raconte ce que j'ai pu vivre, où je suis allée, les personnes que j'ai rencontrées, etc. Ouais. Voilà, elle est fière de moi, elle me dit bravo et tout ça. Mais mon père, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Très, très pudique aussi sur ce qu'il ressent. Ouais, j'imagine. Et puis bon, quand il te sort, je veux pas te mentir. Et en plus, le pire, c'est que je sais que c'est pas vrai. Mais oui, c'est là qu'il y a une ambivalence, une très grosse ambivalence. Mais c'est ce qui a créé aussi la petite Tara qui va dans... Je vais chercher, je vois ce qu'il y a derrière, mais là, la forme que tu me montres, non, je suis pas OK avec. Et j'ai le droit de pas être OK avec, même si je sais ce qu'il y a derrière cette facette-là. Exactement. Je vois tes démons, je vois tes barrières. Si c'est que ça que tu veux me montrer, j'ai le droit de m'en affranchir. Mais ça met du temps à accepter ça. À accepter tout ça. Et dire, je vois bien que tu n'es pas un monstre, mais tu n'es pas capable de m'apporter, de m'apporter ce dont j'ai besoin, de m'écouter, d'être présent, comme je l'aimerais, en tout cas, pour qu'on ait une relation équilibrée et saine ensemble. Donc tant pis, je m'en vais. Sûr. Oh ouais. C'est un peu ça. Voilà, le contexte, c'est un peu ça. Et je prends des distances. En même temps, déjà, géographiquement, il y a une distance, mais émotionnellement aussi. Et c'est peut-être pas plus mal. Et c'est pas plus mal, parce que c'est ce qui m'a permis aussi de déployer mes ailes, justement, et d'oser me dire, et si finalement la danse et mes émotions pouvaient être ma force, plutôt que ma faiblesse. Oui, ça c'est forcément interpellant. Alors justement, si on fait le lien avec le nom que tu as donné à ta compagnie, Armure. Hein. Alors, pas la compagnie, à la méthode. À ta méthode, pardon. Voilà, que tu appliques quand même dans des ateliers. Oui, hein. C'est ça. Et donc Armure. Armure. Est-ce que tu veux c'est là qu'est née Armure. Nous en dire deux mots, effectivement, sur les émotions et sur... Donc Armure, mon petit bébé, ma création que je veux déployer le plus possible. Donc comme j'ai dit, c'est l'art du mouvement universel pour reconnecter les êtres, parce que pour moi la danse, c'est un mouvement universel, c'est un mouvement naturel. Tu mets de la musique à un enfant, il va naturellement bouger. Donc Oui, c'est vrai. Voilà, c'est revenir à cette nature qu'on a, et d'aller chercher tous les bénéfices que ça peut aller apporter, et d'aller vraiment travailler la reconnexion, que ce soit avec soi, déjà dans son propre corps, dans ses propres ressentis, dans l'écoute des messages de son corps, de prendre soin de son corps, d'aller dans cette tendresse et cette douceur qu'on perd peut-être énormément. On peut se le donner à soi-même sans nécessairement avoir besoin de quelqu'un d'autre. C'est ça, on a le droit de l'attendre de quelqu'un d'autre dans les relations qu'on peut avoir. Mais on peut aussi en effet se nourrir soi-même là-dedans. Et ce qui est génial, c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, c'est on vit avec notre corps 24 heures sur 24. On peut se faire des papouilles 24 heures sur 24. Se faire des petits frissons, des petites choses comme ça qui font du bien. Oui. Voilà, un petit... Oui. On n'est pas obligé d'attendre, d'avoir une douleur pour se masser la nuque, non. Un peu stressé, un peu machin, certaines petites... qu'on aimerait avoir cette main sur l'épaule ou cette petite caresse, et si on se la donnait à soi-même.
C'est une bonne idée, ça. Sur des petites choses toutes simples, déjà, on peut avoir la main mise dessus. Mais après, voilà, armure va bien au-delà. Pourquoi t'as appelé ça armure, alors? Alors, justement, armure aussi, le mot armure a son importance. Parce que pour moi, on a développé des barrières et des couches de protection avec tout le passé qu'on a. Et c'est des barrières de protection qui ont été hyper utiles pour survivre par rapport au passif qu'on peut avoir quand on est enfant, peut-être même adolescent, etc. Mais à un moment donné, on est à l'étroit dans cette armure. Parce que peut-être, s'il y a un appel intérieur qui a envie de se déployer, sauf que l'armure, elle est encore là. Puis Dieu sait que c'est rigide, une armure. Hein. Et Dieu sait que c'est rigide. Donc pour moi, vraiment, les exercices et la méthode, elle est vraiment faite pour aller faire fondre les barrières les unes après les autres. Mais on les fait fondre quand même assez vite. On va vraiment vite dans le vif du sujet. D'ailleurs, un des premières choses qui se passent souvent dans les ateliers, c'est que le premier exercice, les gens pleurent. Je vais aller, hop, ça fait une première barrière qu'ils font. C'est très bien. Ah oui, les gens pleurent carrément. Premier exercice. Ah vous, c'est quoi comme exercice? Ça met dans le bain. Est-ce que je peux le dire? Ah ben je sais pas, tu fais comme tu veux. Je sais pas. C'est un exercice en tout cas où on prend le temps de se voir. Soi et l'autre. C'est tout. Et rien que là-dedans, il se passe énormément de choses. Tu es déjà là, rien que ce que nous faisons, c'est ça? C'est ça, rien que ce que nous faisons, il se passe quelque chose humainement. Ouais. Plonger dans le regard de l'autre, d'ailleurs, c'est pas neutre. Hein. Et parce que le regard et le corps ne mentent pas. Donc j'utilise vraiment ces deux outils-là. D'accord, ouais. Parce que, voilà, prendre le temps de se regarder, parce qu'on prend pas vraiment le temps de se regarder au fond. Dans les yeux, on voit ce qui se passe. On voit les émotions, on peut voir des blessures, on peut voir des forces, on peut voir énormément de choses. Et de passer déjà par ça, d'emblée, ça pète la première barrière. C'est très fort. Ça met de l'intensité, et ça met de l'humain, ça met de la confiance aussi. Parce qu'on est tout de suite beaucoup plus à l'aise. On passe 5 minutes à se regarder dans les yeux, et c'est tout, sans parler. Et ben très vite, on va être aussi beaucoup plus à l'aise l'une avec l'autre, un peu comme si on se connaissait déjà. C'est sûr. Tu vois. Donc déjà, de créer ce climat-là, pour moi, est important. Donc c'est une des premières barrières. Et après, on va dans les barrières un peu plus émotionnelles, que ce soit avec soi-même, mais aussi avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va partager les émotions ensemble à travers le mouvement et l'expression du corps. Pas juste le verbal. Oui, c'est sûr. Voilà, je suis énervée, je suis triste. Non. Danse ta colère, danse ta tristesse, danse la douceur, danse ta puissance. Ça, d'exprimer tout ça et de le partager ensemble. Et le fait de le donner et qu'on reçoive l'autre aussi, on partage nos vocabulaires émotionnels par le corps. Parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire. On partage nos vocabulaires émotionnels. Mais oui, parce que le corps dit quelque chose. Et c'est ce qui est génial à aller décrypter, à aller comprendre, à aller oser, et de voir là où c'est bloqué aussi. Parce qu'il y en a qui arrivent à exprimer, il y en a qui n'y arrivent pas du tout, il y en a qui vont exprimer peut-être de la puissance avec beaucoup de violence. Ah, tu as eu des choses comme ça? Voilà, des choses comme ça, et de voir finalement, tiens, bah, toi, ton vocabulaire de ça, de cette émotion-là, elle part là-dedans. Là où d'autres, ça va être quelque chose de très doux, de très enveloppant, de très large, mais sans que ce soit écrasant ou violent, enfin voilà. Donc c'est vraiment très intéressant de voir le langage du corps à ce niveau-là, et avec les émotions. Et moi, ce que j'aime aussi dans le nom armure, c'est vraiment pour reconnecter les êtres, mais pas d'un point de vue spirituel ou je sais pas comment dire, mais le côté où il faut absolument atteindre un état de béatitude pour être bien et être connecté à soi. Non, c'est connecté à son être sous toutes ses facettes, avec toutes ses ambivalences. C'est intéressant. Et d'oser exprimer toutes ces facettes, déjà pour soi, de pas être dans le déni par rapport à ça, mais aussi d'oser être avec toutes ces facettes dans le lien et dans la relation. Et toi, justement, sur force et vulnérabilité, parce que tu étais dans un soi fort quand même énormément, et qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur la réconciliation avec notre part vulnérable? Tu sais que c'est un thème qui m'est cher aussi, et que j'ai abordé notamment dans mon roman Heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière. Voilà, tu disais danser sa puissance, ça m'a marqué aussi. Oui, ce thème, force et vulnérabilité, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Pour moi, si je rebondis sur la vulnérabilité, pour moi, je trouve que c'est
dans le fait d'être à l'aise avec sa vulnérabilité que naît la force. Parce que si tu es à l'aise avec ta vulnérabilité, t'es inatteignable. Parce que les gens peuvent t'atteindre, te faire mal, etc. que s'ils arrivent à toucher cette part de vulnérabilité et que t'es pas à l'aise avec. Parce qu'ils arrivent à te faire mal avec une part de toi avec laquelle t'es pas ok, avec laquelle tu es gêné. Alors que si t'es pleinement ok sur le fait de dire « en fait ça me blesse, je suis triste, je suis en colère, je suis pas bien », en fait ça va... Tu es inatteignable, on peut pas te déstabiliser. C'est ça. Parce que toi, tu restes ancré et ok avec. D'ailleurs maintenant, quand je pleure de plus en plus même dans mes stages maintenant, par rapport à avant. On m'a déjà dit, mais pourquoi toi aussi tu pleures? Je dis, mais pour moi c'est un cadeau. Je dis, ça veut dire que maintenant, je laisse circuler, je laisse passer, et ça fait tellement de bien de laisser cette émotion. Je dis, parce qu'on est des êtres émotionnels. Se l'autoriser en fait, voilà. Ne pas juger ses émotions quand elles arrivent. Exactement. On est des êtres émotionnels, et le fait d'accepter ça et d'être au clair avec ça, en fait même c'est là que tu te sens vivant dans tes émotions. Complètement. De quoi on se souvient dans ce qu'on a vécu? On se souvient des mots qu'on nous a dit ou on se souvient de ce qu'on a ressenti? C'est sûr. Dans tes émotions font partie intrinsèque de qui on est. Et en être déconnecté, c'est triste. Tellement. C'est triste. Tellement. Donc pour moi, la vulnérabilité, c'est une force. Justement. C'est pas force et vulnérabilité. Les deux vont ensemble. Oui, on peut pas les séparer. Il faut se réconcilier avec ces parts de vulnérabilité aussi. Et je pense que c'est là, en effet, qu'on peut encore plus déployer ses ailes. Mais complètement. Alors écoute, j'ai juste une petite carte. Se faire tirer, j'aime bien. Voilà. Alors il n'y a pas de... Non, mais tu vois, j'ai fait un peu de bricolage. Mais bien sûr. Et ça fait l'interlude. T'es prête? Tu tires juste une petite carte? J'en tire une. Déjà, on va rester sur du bleu. C'est celle-ci. Celle-ci? La petite. Allez. Je la lis, je la regarde. Ben oui, tu la lis, écoute. Les gagnants trouvent des moyens. Les perdants, des excuses de Roosevelt. Et oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Là, ça me parle des blocages qu'on peut avoir. Et que finalement, quand on se dit non, qu'on se dit je peux pas, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, le fait de s'y accrocher nous entraîne vers les perdants qui trouvent des excuses. Alors que d'aller regarder sa vérité telle qu'elle est, sans jugement, et de se dire qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Est-ce que je suis ok avec? Oui, ok, alors on y va. Je suis pas ok avec, où est-ce que j'ai la main dessus? Où est ma part de responsabilité là-dedans? Et donc, tu trouves des moyens et des solutions pour dépasser les choses. Moi, c'est un petit peu tout le temps ça. Moi, je vois ça un peu comme, là, c'est la ligne de paix. Là, on est bien. Et en fait, on passe notre temps à... On n'est pas toujours là. On n'est pas un électrocardiogramme plat. Non. On n'est pas des bonzes. On n'est pas en haut d'un temple bouddhiste. On n'est pas comme ça. Donc, on passe notre temps à faire ça. Passer d'un côté à l'autre. Et en fait, l'important, c'est d'être ok avec le fait que là, je suis là. Pas croire qu'on est là. Pas faire genre, on est là non plus. Oui. Et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire en étant là pour revenir au centre? C'est ça. Parce que le centre, c'est là où je suis en paix, en joie, bien, aligné. Ok. Mais on n'est pas aligné tout le temps. C'est pas possible. Non. Et c'est de jongler avec. Et c'est là où je trouve ça génial par rapport au travail sur la relation. Que ce soit la relation familiale, de couple aussi. C'est tellement génial de faire ça avec des couples. En groupe ou seul. Et finalement de voir que nous, on est là, mais l'autre en face, il est pareil. Sauf que des fois, moi, je vais être là, et l'autre en même temps, il va être là. Et c'est d'arriver à jongler avec ça. Et à être honnête avec ça. Et de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on trouve comme moyen, soit pour se retrouver au milieu, soit il y en a un qui va vers l'autre, et d'avoir cette conscience un peu permanente c'est danser avec la vie. C'est vraiment ça, d'avoir ce côté sinusoïdal, là, comme ça, où tu danses avec la vie. Un des exercices que je peux proposer, c'est de juste insuffler l'idée de mouvement à des personnes, donc elles ont les yeux fermés, et juste je touche des endroits du corps. Et elles doivent bouger, doivent répondre par l'endroit que j'ai touché. Oui. Et tout de suite, voilà, sans réfléchir. Donc c'est lâcher le mental,
Et c'est t'exprimer toi comme tu veux, mais dès que la vie te propose quelque chose, hop, de rebondir avec. Ça, Et d'en c'est faire ce chouette. que tu veux. Ça, c'est Je génial. peux faire ça, je peux aller en bas, je peux aller en haut, je peux faire ce que je veux. Et alors de tout ça, ce chemin sur lequel tu es aujourd'hui, où on sent que tu marches dans cette deuxième vie tellement contente, heureuse de ce que tu as mis en place, de quoi tu es la plus fière? C'est-à-dire d'avoir fait naître quelque chose qui à la fois me guérit et me libère moi, et qui permet de faire la même chose avec d'autres personnes. C'est très joli ça. Merci Tara. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais écoute, j'étais ravie d'avoir passé ce beau moment avec toi. Alors tu veux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout à fait. On me retrouve sur que ce soit mon site web, Instagram, Facebook ou YouTube. Il suffit de taper Confidence by Tara, Confidence avec un A. Confidence, ça, c'est joli, ça, c'est bien Confidence, trouvé, voilà. confidence. Ouais, C'est la génial. confiance avec le D de la danse au milieu. Voilà. Très joli, donc Donc, confidence by Confidence Tara. by Tara. Donc voilà, surtout tout type de plateforme. Vous aurez toutes les infos, des stages de ce que je propose, que ce soit au niveau de danse et au niveau aussi des ateliers, des accompagnements armure que je propose. Magnifique. Et voilà. Bon, bah écoute, je souhaite évidemment tout plein de bonnes choses dans ces beaux projets, que beaucoup de personnes puissent découvrir ta méthode armure qui est géniale. Nous, on va se dire à très bientôt. Merci Et pour puis, ton invitation. avec plaisir. Et tu vas voir, là, on va juste te poser, on va faire un petit tac au tac de questions rigolotes pour finir. Ok. Mais en tout cas, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Partagez. Merci beaucoup, Merci Tara. à toi. Merci. Merci. Tara, ta deuxième vie rime avec Connexion. la bande originale de ta deuxième vie, Tara. Ce serait pas une bande originale, ce serait plus des musiques épiques et puissantes. Si ta deuxième vie était un dicton, Ce serait un dicton de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Tara, si ta deuxième vie était un plat. Un buffet à volonté. Bon alors, Tara, prête pour ta troisième vie? Ah oui, la 4e, la 5e, oui, plus que prête. J'ai hâte. Comme le veut la tradition, Tara va elle aussi esquisser un oiseau, le symbole du podcast. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour un nouvel épisode.